Le jingle s'arrête. Donc c'est parti pour cette table ronde. Merci à tous d'être présents. Je vois que la salle est pleine. Merci à vous. On va donc commencer une table ronde sur le thème du CES 2019. Ne vous inquiétez pas, là pour l'instant, c'est des acronymes qu'on va décoder ensemble. En tout cas, avec 4 intervenants qu'on va tout de suite vous présenter, qui en reviennent de ce fameux CES, qui est un grand salon qui était à Las Vegas il y a très peu de temps. Donc allez, on se lance. Qui commence par se présenter? Est-ce que je prends les noms au hasard? Je vois qu'Olivier, tu me regardes. Olivier Dassonville. Donc, je m'appelle Olivier Dassonville, je suis consultant indépendant et c'était mon 3e CES. Allez, c'est bien Maxime. ça. Hein. Vas-y à toi. C'est très bien, Olivier. Maxime Boenech, donc moi je suis expert IA et business developer chez Emotic. Donc j'ai rejoint la société tout récemment chez Emotic. Donc Emotic, c'est une société qui accompagne la transfo digitale et plus particulièrement la conception et la réalisation de mise en œuvre de parcours utilisateurs et clients. Voilà. Et on accompagne en fait pas mal de délégations d'entreprises au CES depuis une dizaine d'années, et une des premières sociétés, c'était la SNCF. Voilà. Merci. Alexandra. Alexandra Gauthier-Point. Donc moi, j'ai fondé l'entreprise LexUp qui s'occupe de faire des learning expéditions sur mesure. On accompagne des dirigeants dans des voyages d'immersion, dont des voyages au CES également, comme mon collègue d'Emotic, pardon. Et donc moi, c'était mon 5e CES. Je l'ai fait en tant qu'exposante il y a une dizaine d'années maintenant, quand je vivais aux États-Unis. Et là, c'est mon 3e consécutif depuis 2017. Bonjour, alors je m'appelle Jérôme Gondin, je suis responsable du Lab Innovation de Niji, qui est une entreprise qui accompagne ses clients dans la transformation digitale, à la fois grands groupes et PME. On est présent sur tout le territoire, à la fois à Lyon, à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Lille et à Paris. Et nous, en fait, on est présent au CES pour 2 raisons. À la fois, on accompagne 60 de nos clients à découvrir le salon, à décrypter les codes, comprendre les tendances, comprendre les technologies qu'il y a derrière chacune de des startups et des grands groupes. Et puis aussi, on y va pour nous-mêmes nous acculturer, comprendre quelles vont être les tendances, parce que le CES, c'est un vrai marqueur des tendances dans la tech. Et donc, c'est important pour nous d'être présents. Et on revient en France avec un débrief qu'on partage dans nos différents locaux pour expliquer ce qu'on a pu voir et les tendances qu'on a analysées. Merci Jérôme. Et donc pour vous servir et rythmer cette table ronde, Aurélie Boppel, entrepreneur en communication digitale et transformation numérique, en tout cas intelligence collective et innovation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir surtout de représenter Femmes du Digital West, qui avait pour le coup quelques-unes de ses adhérentes, et pas les moindres, comme Sophie Lecomte ou Diarata Ndiaye, qui étaient présentes et que vous avez dû croiser. On va en reparler. Elle était avec nous. On va évoquer ça. Et en tout cas, là, elle doit être sur les réseaux en train de surveiller. Toujours est-il que l'objet aujourd'hui, c'est un peu de décoder quand même ce CES. Et quoi de mieux qu'avec des personnes qui en reviennent directement, qui ont encore ça tout chaud dans les esprits. Et en réalité, moi, j'aimerais commencer par une question toute bête. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai mon stagiaire de 3e pour la semaine, que je travaille un petit peu dans les couloirs depuis tout à l'heure. Ça reste nébuleux. Si on devait définir, et je pense qu'il peut y avoir plusieurs définitions, le CES, déjà, qu'est-ce que veulent dire ces lettres? Et ensuite, bah voilà, ce serait quoi pour vous une définition? Allez, en une phrase. Là, l'exercice commence à se compliquer. Non, je pense que, allez, honneur aux femmes. Alexandra. Alors, le CES, donc les lettres veulent dire Consumer Electronics Show. C'est un grand rassemblement mondial de l'électronique qui, historiquement, étaient les distributeurs qui venaient faire leur marché sur les produits grande consommation qui allaient arriver dans les magasins. Ça a évolué beaucoup dernièrement. Et c'est vraiment devenu un rassemblement technologique de tout ce qui va être innovation. C'est là où il y a beaucoup d'annonces. Et c'est également devenu un petit peu un rassemblement français dernièrement. Bon, je pense qu'on en reparlera aussi. Alors moi, je voudrais ajouter quelque chose sur le salon. Le salon, il a 50 ans et il a muté.
C'était un salon où on venait démontrer la puissance des technologies, de l'informatique et autres. Et aujourd'hui, le salon, c'est, à mon sens, moins le Consumer Electronic Show que le Consumer Experience Show. Parce que la manière dont les intervenants, les exposants se racontent, ils se racontent au travers de l'usage des technologies. Ils se racontent au travers de l'expérience qu'ils vont faire vivre dans leur technologie et beaucoup moins sur les prouesses de la technologie. Je suis d'accord, c'est vrai que le salon s'est beaucoup transformé. Et nous, on accompagne en fait beaucoup de sociétés au CES, et donc du coup, ils ne sont pas forcément utilisateurs ou consommateurs. Et pourquoi on les accompagne et pourquoi ils viennent au CES ? C'est tout d'abord parce qu'ils veulent comprendre le futur et comment le monde en fait va évoluer, changer. Et donc nous, on a plutôt une approche un peu B2B, c'est-à-dire donner les clés à l'entreprise sur les changements de consommation, des nouveaux usages, et comment eux, ça peut avoir un impact sur leur business et comment ils doivent se réinventer au jour le jour pour justement capter ces nouveaux usages et ces nouvelles tendances. Olivier, en une phrase ? Alors pour moi, c'est plutôt ces trois visions en fait, de l'électronique. Il y a les produits qui ne sont pas encore sortis, les produits qui vont sortir, et puis des produits qui sortiront un jour. Globalement, c'est un peu cette temporalité en 3 temps. Et ça permet effectivement de voir chez les grands constructeurs des produits qu'on verra dans nos salons, dans nos maisons, dans nos voitures dans quelques années. En témoignent d'ailleurs les prouesses en matière d'écran qu'on a pu voir chez les gens comme Panasonic, Samsung ou LG. Après, effectivement, les startups, ça va être des produits qui auront peut-être un futur, alors, pour une petite partie d'entre eux. Et puis, on voit des produits qui viennent juste d'arriver sur le marché, qu'on va découvrir dans notre quotidien, parce qu'on pourra les acquérir dans les semaines ou les mois qui suivront le salon. Donc, c'est vraiment pour les constructeurs, pour les fabricants, c'est le moyen de prouver leur capacité à innover. Et puis aussi, c'est surtout, ça c'est les racines historiques du CES, aller à la rencontre du marché, que ce soit le grand public à travers ce qu'en disent les médias, mais aussi aller à la rencontre des marchés, en l'occurrence des marchés étrangers, parce que quand on va au CES, on va croiser toutes sortes de nationalités qui, comme nous, viennent découvrir les tendances en termes de produits électroniques. Ok, donc finalement, je retrouve quand même les grands principes de ce qu'on appelle cette transformation numérique qui nous concerne directement en entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, oui, c'est de la techno, mais finalement, surtout pas que de la techno. Et il y a une véritable, maintenant, engouement à parler de cette expérience. Alors, vous entendez ces termes-là, c'est expérience utilisateur, etc. Mais du coup, est-ce que c'est ça en tant qu'entreprise, quelle que soit la taille de mon entreprise, que ce soit une petite structure une plus grosse, est-ce que c'est ça qui doit m'alerter ? Est-ce que je dois me dire, effectivement, c'est l'affichage de tendances à côté desquelles je ne peux pas passer ? Ou est-ce qu'on est quand même beaucoup plus en amont à se dire, ça reste une veille et je vais y piocher que ce que j'ai à y piocher, peut-être même si je ne sais pas encore ce que je vais avoir à piocher de ce que je vois. En gros, entreprise, qu'est-ce que je fais de ce que je vois là-bas si je ne suis pas cette cible directe, en gros ce distributeur qui peut s'emparer d'une des technos qu'elle voit? C'est déjà des indicateurs sur des niveaux de maturité des technologies. Enfin, quand on est une entreprise, on peut voir au CES, on peut mesurer les progrès sur l'adéquation entre une technologie qui paraissait plutôt lointaine et sa finalité en termes de marché. Je pense notamment à la réalité virtuelle, la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'était assez net cette année, c'est-à-dire qu'on est passé du prototype à des lunettes qui sont prévues pour être commercialisées ou qui sont en phase d'être commercialisées. Puis il y avait aussi un autre secteur où c'est intéressant de mesurer cette progression, c'est dans le cas des voitures autonomes. On passe finalement, il y a 2 ans, on était plutôt dans le concept car, plutôt futuriste, voire dénué d'un total ancrage avec la réalité, à des véhicules qui sont déjà capables et qui le font déjà des milliers de kilomètres sur des routes américaines. Je pense notamment à Waymo ou bien à Nvidia.
Du coup, c'est un moyen de constater que les choses vont peut-être arriver beaucoup plus vite. Oui, ça qu'on permet ce qu'il imaginait. d'anticiper. Si on voit des produits finis, prêts à débouler sur le marché, c'est quand même des signaux très importants, surtout s'ils proviennent de grands constructeurs qui, eux, ont déployé d'énormes moyens pour justement arriver à ce niveau de maturité. Du coup, est-ce que ça peut pas avoir aussi un côté angoissant, se dire, alors, attends, déjà que moi, j'étais pas énormément investi dans cette notion de l'innovation que je dois intégrer à mon activité au quotidien, de voir tout ça, est-ce que c'est pas un gap qui peut du coup générer une angoisse? Je pense que au final, il y a plein de thématiques sur le CES. Il y a effectivement il y a la voiture, il y a eu la 5G, il y a eu la réalité augmentée. Et en fait, au fil des années, on voit les produits se mûrir. Et on voit plein d'exemples sur les usages. Donc l'année dernière, il y a eu beaucoup sur la reconnaissance vocale. Il y a eu sur la réalité augmentée. Et je trouve que cette année, on voit les applications. Donc on va voir les miroirs connectés qui, l'année dernière, étaient bof et qui, cette année, sont applicables et on peut mettre en magasin. Et ça, je pense que ça parle quand même aux PME et à toute entreprise au final. Et donc, c'est aussi s'inspirer, voir les tendances, voir là où les tendances se précisent, les applications qu'elles peuvent avoir. Et derrière, en tant qu'entrepreneur de PME, de pouvoir s'en inspirer et de voir tous ces usages-là. Donc, il y a un côté un petit peu où, effectivement, il y a beaucoup... Enfin, il y a quoi? Il y a 5000 stands 4000, pardon. Il y a 4000 stands quand même. On n'arrive pas à tout faire. Aucun d'entre nous n'a vécu le même CES, clairement, parce qu'on n'a pas vu les mêmes stands. Il y a une partie start-up, il y a une partie véhicule. Donc, en fonction aussi de nos sensibilités, on va s'orienter vers des secteurs qui sont spécialisés. Donc au final, effectivement, il y a beaucoup d'informations, mais ça reste quand même applicable, je trouve, sur la PME. Ouais, j'irais même un peu plus loin, c'est qu'en termes d'application, applicabilité à votre business, il y a quand même tout le pan de l'Eureka Park qui est dédié. Il y a près de 900 startups qui sont présentes, et près de 300 qui sont françaises, Cocorico. Et du coup, il y a des partenaires potentiels. Des gens avec qui vous allez pouvoir travailler. Alors il y a tout au CES, il y a des gens qui arrivent avec un prototype qui en fait est sur un PowerPoint, et il y a des gens qui ont des vraies solutions concrètes qui existent, qui vont être lancées. Mais en tout cas, ça vous permet aussi de rencontrer des gens qui font. Alors ce genre de salon comme le Digital Change, c'est aussi un moment, pas besoin peut-être d'aller à Las Vegas, mais en attendant, c'est aussi un moment où on peut faire ces rencontres. Ouais, je te rejoins, Jérôme. C'est vrai que, pour préciser, là, le CES, c'est quand même un environnement avec 180 000 visiteurs, plus de 200 000 mètres carrés de surface et 4 000 stands. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en 4 jours. Et donc je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est vraiment de personnaliser les parcours, les visites pour les différents dirigeants de PME, TPE, les grands groupes, et d'ajuster au mieux en fait par rapport à leurs besoins et leurs problématiques du moment. C'est vraiment un moment pour moi d'inspiration sur le futur, sur les tendances, mais il faut bien le préparer et bien identifier en amont ce qu'on souhaite voir. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des organismes type Emotic ou autres qui peuvent vous guider dans ce tour à Las Vegas. En tout cas, je retiens que c'est finalement quand même un moyen essentiel de pouvoir aussi se projeter. Parce que l'innovation, c'est vrai que la technologie, parfois on peut se dire, peut-être que déjà je la comprends pas du tout. Là, j'ai un frein. Peut-être que oui, c'est intéressant, mais pour moi, ça reste gadget parce que je ne vois pas comment je pourrais l'adapter à mes besoins. Ou au contraire, là, ce que j'entends, c'est quand même que potentiellement, en termes d'activité économique, ça vous permet aussi peut-être de vous projeter, donc d'adapter, donc en gros de hacker, de mettre sur mesure cette techno qui est pour le coup très poussée, puisque presque avant-gardiste, en tout cas, c'est là que vous avez l'occasion de la voir. Donc vous le disiez, vous avez a priori vu 4 CES différents, en tout cas vos parcours sont différents. Si j'aimerais bien avoir du coup, même si on le retrouve dans beaucoup d'écrits sur le net, si selon vous
la grande tendance émergente, même si j'ai entendu tout et son contraire. J'aime avoir votre version, parce que du coup, voilà, est-ce que c'était l'intelligence artificielle qui était portée au nu cette année? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et finalement, même selon vous, s'il y a une tendance, en quoi est-ce que c'est important que nous, entrepreneurs en France qui n'y sommes pas allés, on s'y intéresse, qu'on le garde dans un petit coin de notre tête, en se disant, il faut que je continue à faire une veille là-dessus? Alors, Jérôme? il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tendances du CES, il y a des tendances qui se confirment d'année en année, l'intelligence artificielle en fait partie. Moi, là c'était la 2e année où j'y allais, et avec Niji, ça fait 6 ans qu'on y va, donc on a quand même un peu de recul sur l'événement. Ce qu'on a vu et ce qui nous apparaît comme le plus impressionnant, c'est dans le domaine de la mobilité. Il est en train de se passer une transformation sans précédent dans le business de la mobilité. On est en train de passer dans ce qu'on appelle le MaaS, le Mobility as a Service. Sur le salon de Nissan, on a pu rencontrer le Head of Event Worldwide, qui nous a dit, en fait, et c'est un constructeur automobile qui dit ça, dans 15 ans, chez Nissan, on ne vendra plus de voitures. On le sait, notre business va changer, on a 15 ans pour changer de business, on ne vendra plus de voitures, on vendra des trajets. Mobility as a Service. Et en fait, l'année dernière, on avait des signaux faibles, on avait des entreprises qui commençaient à nous présenter des voitures modulables où on pouvait mettre une salle de réunion à l'intérieur du cockpit. Quelle expérience vous allez pouvoir vivre? C'était Panasonic qui faisait ça, avec des vitres qui deviennent des écrans et autres. Cette année, il y a quand même des constructeurs, notamment Kia, ils ne sont pas venus avec une seule voiture. Parce qu'en fait, ça y est, pour eux, c'est fini la voiture dans leur tête. Francfort, Paris, c'est pour les passionnés de voitures. Le vrai salon de la mobilité, le vrai salon de l'automobile, c'est le CES. C'est là-bas que sont les grosses annonces. C'est là-bas que se retrouvent les gros équipementiers et les équipementiers de demain, c'est-à-dire les gens qui font les softwares. Et en fait, ce changement de paradigme dans la mobilité, c'est là où il va affecter tout le monde. Il va affecter le citoyen qui se déplace, mais il va affecter le business de vente, puisque c'est le service qui se déplace à l'utilisateur. Il va affecter la logistique, parce qu'un véhicule autonome, c'est ni plus ni moins qu'un robot qui est capable de parcourir des distances très importantes. Et on a pu voir que tous les constructeurs proposaient leur vision du MaaS, Mobility as a Service. Et pour moi, ça c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, au-delà de choses très intéressantes sur l'intelligence artificielle qui ne sont pas des gadgets, mais qui sont moins révélatrices d'une modification profonde d'un secteur d'activité. On garde le meilleur pour la fin avec Olivier. Alors, du coup, moi, c'était mon premier CES, mais Emotic accompagne depuis plusieurs années des clients. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, au-delà de tout ce qu'on peut voir sur la santé, avec la remise au cœur sur le patient, la voiture autonome, comme tu l'as dit, Jérôme, c'est vraiment la nouvelle tendance forte sur les interactions vocales. Donc on voit en fait aujourd'hui avec toutes les annonces avec le Google Home, Amazon Alexa, et aujourd'hui là on a pu voir au CES vraiment les intégrations des assistants vocaux dans tous les outils du quotidien. Donc ça peut être le frigo, la télévision, les toilettes, le robinet ça, de la cuisine également. Mais aussi, par exemple, on a vu la grande annonce de Legrand qui a intégré Alexa dans ses interrupteurs connectés. Donc c'est vrai que pour moi c'est une vraie tendance, une vraie transformation des interactions qui va arriver. Donc on voit par exemple Gartner qui annonce 30% des recherches vocales d'ici 2020. Donc on voit bien que ça va vraiment modifier les interactions. Comme on a pu avoir en fait à un moment donné tout ce qui était tactile avec le mobile, comment réinventer tout le langage du tactile. Et là on va devoir en fait réinventer vraiment les interactions avec la voix. Et pourquoi en fait il y a cette tendance-là qui arrive? C'est vraiment parce que c'est les Google et les Amazon qui s'intègrent en fait dans la Smart City, dans la maison, avec leurs petits assistants vocaux à maintenant $20. Il y a Google qui a annoncé 1 milliard d'assistants, de Google Assistant activés. Plus de 100 millions Alexa activés aujourd'hui. Et donc c'est vraiment le cheval de Troie dans la maison où on va capter la data partout et ça coûte vraiment, ces données. Et tous les GAFA du coup veulent récupérer ça.
Donc ça, c'est vraiment une tendance forte et il va falloir vraiment réimaginer toutes les interactions de la marque, du parcours utilisateur, du parcours client avec le vocal. Et c'est le nouveau challenge finalement de ces prochaines années sur la gesture vocale. Voilà. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, Maxime. Il a parlé de Legrand, et je trouve que Legrand, c'est un exemple assez intéressant. C'est des fabricants d'équipements électriques pour la maison, qui sont de Limoges, c'est une grosse PME française. Et en fait, ils ont compris quelque chose de fondamental. Et le CES est un très bon exemple pour ça. Et tu parlais d'Amazon Alexa et Google Home, qui, avant d'être des assistants vocaux, sont des écosystèmes. C'est-à-dire des plateformes sur lesquelles va pouvoir s'agréger de très nombreux acteurs. Et en fait, Legrand, ils l'ont super bien compris, ça. Ils ont compris que leur métier, il allait passer du hardware, donc des choses matérielles, et ce qui allait créer de la valeur, c'était le software, c'est-à-dire le logiciel qui donne la couche de service. Et ils ont compris qu'ils allaient passer dans l'ère du service avec le logiciel, et ils ont racheté Netatmo, et ils ont compris qu'ils allaient passer dans l'ère de l'écosystème. Et moi, c'est un truc qui m'a marqué au CES, le nombre de géants. Hein. Samsung, premier truc qu'ils vous montrent, c'est leur partenariat avec Google et Alexa et Amazon. Et les géants vous disent, on n'est pas tout seul. L'année dernière, Toyota, ils présentaient leur nouveau concept automobile qui était justement pour la mobilité, Mobility as a Service, et ils disaient, regardez, on a tout ça comme partenaire, on n'est pas tout seul. Et ça, c'est hyper fondamental, et il y a de la place pour les PME là-dedans, et c'est qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul, et il va falloir serrer des mains. Et le CES, c'est un bon endroit pour commencer à échanger des cartes, pour serrer des mains et faire des partenariats. Parce qu'il n'y a pas que Google et Amazon, il y en a plein d'autres. Et la valeur, elle se crée dans l'écosystème que vous allez être capable de créer autour de vous. Ça, pour moi, c'est un enseignement hyper fondamental du CES. Et tu parlais de Legrand, et pour moi, c'est vraiment Legrand. Je trouve que c'est un exemple super de cette démarche. Vous voyez, en tout cas, ils reviennent de Las Vegas, mais ils parlent de qui? De Legrand. À noter quand même. C'est une belle réussite française. Mais justement, on va l'évoquer juste après la délégation française. Sur les grandes tendances, donc je suis tout à fait d'accord hein, sur le vocal, l'intelligence artificielle, la mobilité, c'était des grandes thématiques cette année. Il y a eu deux autres thématiques, enfin trois autres, parce que je sais que tu vas nous parler des drones, je te la laisse celle-ci. On nous a beaucoup parlé de la 5G, on nous en a beaucoup parlé l'année dernière, on nous a beaucoup parlé cette année, mais de manière beaucoup plus concrète, avec énormément d'applications qui se font dans la mobilité, qui se font dans la santé. Et donc là, ça a été intéressant, donc ça fait partie, je pense, des grandes tendances. Une autre grande tendance qui est un petit peu... historique au CES, c'est les annonces de télé. Donc on a tout le temps les télés. Et cette année, ça a été particulièrement fort sur tout ce qui était écran, sur écran flexible, de téléphone, donc les écrans pliables et les télés enroulables. Donc ça, je crois qu'on est tous passés sur ce stand-là, par contre. Donc voilà, pour moi, les deux autres tendances qui ont rythmé ce CES. Alors pour moi, c'est les formes de mobilité. Alors bien sûr, avec le drone de transport de Bell, le Nexus. Donc là, c'est quand même... Drone de transport. Oui. Faut que je visualise. Pour 5 personnes. Faut aller voir cette Je peux vidéo. monter C'est dans pas un très compliqué. drone. Il ressemble au drone d'attaque dans Avatar, sauf qu'il est plus joli. Voilà. En plus. Ah oui, il est carrément plus joli. Et Non, mais il était hyper impressionnant, il faut quand Oui. même être honnête. surtout quand il tourne les moteurs. Ouais, c'était vraiment immanquable au CES, c'était génial. Mais la mobilité, Alors. c'était la moto volante de la police de Dubaï, c'est des trottinettes électriques en free floating de chez Segway, c'est des patins roulettes qui fonctionnent tout seuls, c'est le drone de transport, donc c'était quand même assez vaste. Et surtout, ce qui était frappant, c'est le changement opéré par les grands constructeurs comme BMW, Mercedes, etc. Puisqu'ils ont peur de n'être plus que finalement que des carrosseries montées sur des essieux, donc ils ont peur de perdre le contrôle de l'habitacle, qui est le plus grand potentiel économique face aux GAFA. Et donc on a assisté à une grande première, c'était la présentation de la Mercedes CLA au CES. C'est une première historique, puisque d'habitude c'est soit Francfort, soit Paris, soit le Détroit Motor Show. Donc le stress des constructeurs était quand même largement palpable. Et puis on voyait de l'autre côté les géants comme LG, Panasonic, Samsung et compagnie, même des boîtes comme Bosch,
qui, eux, prennent d'assaut l'habitacle automobile, qu'il soit navette ou bien voiture, pour faire du divertissement, de la sécurité, de la smart city, de la domotique. Enfin, on sent que l'habitacle du véhicule va devenir le prochain champ de bataille. Et donc là, on parle bien de tendance, mais alors Oui, de c'est- tendance Alors pour, ça, c'est des tendances qui pour vont, se projeter. voilà, c'est des tendances qui en fait ont plusieurs strates temporelles. Après, j'ai remarqué aussi que la réalité virtuelle est complètement rentrée dans le paysage, donc c'est un non-événement. Par contre, la réalité augmentée fait une entrée tonitruante avec des produits très aboutis, avec une excellente qualité d'image et des applications maintenant qui sont envisagées. Quiz dans l'Assemblée, la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Mon stagiaire a le droit de ne pas savoir. Qui joue à Pokémon Tout le Go? monde connaît? Personne ne joue à Pokémon Go? Sortez de la salle. Est-ce que si je résume en disant la réalité augmentée me permet de voir davantage que ce que je vois en réel, et On là, rajoute au réel des Voilà. contenus virtuels vous avez dû voir ça dans quelques musées, la réalité virtuelle, je suis plongée dedans. dans un environnement C'est les gros où casques. j'ai vraiment l'impression d'y être. Vous savez, là, si on veut, je crois, ne plus avoir peur du vide, il y a des très bons exercices comme ça où vous êtes en haut de je ne sais pas quoi. Vous situez un petit peu. Du coup, là, effectivement, on est sur des tendances dont certaines, on comprend mieux, là, je pense, le côté, effectivement, il y a plusieurs strates temporelles. Il y a celles dont on sent, OK, a priori, Les écrans les on écrans sait que roulants, dans- a priori, arrivent l'année prochaine chez nous. Enfin, là, ils sont encore Mais le entre drone 60 et 200 000 euros, d'après Ouais. les chiffres qui ont pu être lâchés sur certains stands. Donc forcément, c'est inabordable, mais on sait que le prix sera divisé par 15, par 100 dans les 5 ans. Mais tu nous en reparleras tout à l'heure au moment des coups de cœur de chacun. Mais le drone dans lequel je vais potentiellement pouvoir m'installer n'est peut-être pas pour l'année prochaine en France. Ah déjà? Tous les ans, nous 2025. annoncent que c'est dans 2 ans, mais à mon avis, il va encore falloir pas mal de fois 2 ans. Le CIO, dans ses conférences, il faisait une conférence toutes les heures, et il disait 2025. Et petit cocorico, c'est Safran qui fait les propulseurs. Oui, c'est la branche moteur d'hélicoptère. Allez voir hein, le Nexus Bell, vraiment pour vous rendre compte de l'appareil que c'est et des prouesses magnifique. que ça représente. C'est impressionnant, moi, je trouve. J'ai failli pleurer. Alors justement, on parle quand même beaucoup de marques françaises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette histoire? Oui, on en entend parler de cette délégation française qui est très impressionnante, qui est toujours plus impressionnante, qui est de plus en plus qualifiée a priori, et pour lesquelles, je le redis, Femmes du Digital West était ravie de pouvoir voir Sophie Comte de Makidou, c'est votre futur assistant réalisateur de poche, ou Diarata avec Apple, qui est un bracelet connecté qui permet en tout cas d'être sécurisé dans ses déplacements lorsqu'on est une femme, entre autres. C'est quoi cette délégation française? Quel est l'intérêt d'y être? Vous vous êtes vu ou vous n'êtes pas vu? Je ne comprends pas. Et en même temps, c'est vrai que là, vous me donnez à entendre énormément d'exemples qui ramènent effectivement au savoir-faire français. Vous pouvez nous dresser un petit peu ce tableau-là? Alors, il y a effectivement une très très grande présence française. Pour moi, les Français ont un petit peu hacké le CES. C'est devenu une grande réunion franco-française de l'innovation au sein d'un des plus gros salons mondiaux. Un de mes coups de cœur, moi, je vais un petit peu en avance, mais un de mes coups de cœur cette année, c'était de voir que la French Tech était représentée sous une même entité, notre fameux COC. Sur les années précédentes, en fait, la France était tout aussi présente, mais répartie par région, ce qui était complètement incompréhensible pour les Américains et enfin pour les internationaux. Donc cette année, il y a eu quand même un énorme effort de fait. Donc il y avait une vraie présence française. Il y a eu les années passées de grande présence politique. Le contexte cette année a fait que on a été dénué de ça et enfin moi dans tous les cas j'ai trouvé ça bien. J'ai eu des retours plutôt positifs là-dessus également. Donc en fait, si vous voulez, si vous ne parlez pas anglais, j'ai envie de dire vous pouvez faire le CES. Vous avez 300 stands à Eureka Park et vous pouvez parler aux dirigeants des startups. C'est pas l'objectif, bien sûr, mais ça reste quand même un très grand rassemblement français. Et pour moi, le côté magique, c'est qu'on a les startups d'un côté qui sont là, qui viennent profiter de la presse et tester leur marché. On a les grands comptes qui sont là pour analyser les tendances, qui sont là en délégation, les décideurs.
on a les PME qui sont là aussi en délégation régionale, en délégation CPME, MEDEF, etc. Et en fait, tout ce monde-là se retrouve à Las Vegas avec un décalage horaire parfait, c'est-à-dire que personne n'est dérangé par la France. Donc on est avec des décideurs qui ne sont pas embêtés avec le quotidien. Et c'est quelque chose d'assez rare. Moi, c'est une des choses que j'aime bien dans les learning expéditions qu'on fait, c'est qu'en fait, on rassemble des entrepreneurs qui ne sont pas dérangés par leur quotidien grâce au décalage horaire. Et ça, c'est juste formidable parce qu'on peut se projeter, regarder ensemble vers l'avenir, échanger ensemble. Puis il y a un côté détente aussi. On est à Las Vegas, on est en soirée networking, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées sur la francophonie. Et pour le coup, c'est vrai que c'est propice à beaucoup d'échanges fructueux et de business. Clairement, de business, il y a énormément de business qui se fait. Des PME avec les grands groupes, des gens avec qui on n'a pas du tout accès. On se retrouve en soirée avec eux, ils sont totalement accessibles. Donc moi, c'est aussi pour ça que j'encourage les PME à aller au CES. C'est qu'en plus de toutes les tendances et de tout ce qu'on peut voir, c'est un énorme événement networking, tout à fait, et d'opportunités. C'est rempli d'opportunités sur le salon et même après. En fait, il y a des allées où on parle que français. Hein. Faut pas que l'anglais vous arrête pour certains. En tout cas, a priori, j'entends qu'il s'agit d'un espace où on peut effectivement être productif, peut-être d'une autre façon que celle qu'on peut avoir en France, où on est vite rattrapé par toutes nos urgences. Ok, je comprends la délégation française, j'espère qu'on leur fait pas trop peur finalement à tout le reste, parce qu'il y a aussi le reste du monde. Et vous me parliez quand même de certains coups de cœur où on sent le côté soit usage, pas que la techno, l'usage est important, et puis il y a aussi ce côté esthétique quand même les 3/4 du temps. Au-delà de la délégation française, et là je prêche pour Femmes du Digital West, est-ce que la tech, c'est que pour les mecs, du coup? Est-ce que dans les autres pays, vous voyez en termes de mixité concernant le numérique un mouvement à ce niveau-là? Est-ce qu'on est bien qu'entre techos, même si on parle que d'usage? Parce que ça aussi, pour une entreprise, ça dit beaucoup. Parce qu'en France, on reste quand même dans des métiers techniques plutôt sur des postes où les profils sont des hommes, parce qu'on n'arrive pas à avoir davantage de femmes ingénieurs. Mais comment ça se passe pour les autres pays, par exemple, et comment peut-être ce CES pourrait peut-être inciter ou susciter des jeunes femmes à aller vers ces secteurs-là? Je ne sais pas. Je me permets de répondre du coup. Ça va dans le bon sens. On partait de loin. On partait Avec de loin. L'an dernier, aucun speaker femme pour les keynote constructeurs, c'était super moyen. Ils ont eu un très bad buzz l'année dernière, le CES, sur tous leurs intervenants. Dans les allées, moi je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes. Dans les événements networking, je me sens plus seule, entourée de chemises et costards. Mais on a encore du boulot. Ça reste quand même majoritairement masculin. Après, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et cette année, le CES a vraiment fait l'effort. Ils ont vraiment fait l'effort sur les intervenants. Je crois qu'on était à une mixité quasi 50-50. Ils ont également ouvert un fonds d'investissement pour aider la diversité et les femmes dans l'entrepreneuriat. Donc il y a plein d'impulsions. Après, effectivement, dans la pratique, dans les allées, on ne voit pas encore la parité, clairement pas. Et puis on est encore sujette à de la misogynie. Enfin voilà, il y a encore des choses à améliorer, clairement. Mais on est dans le bon sens. Plutôt bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y avait une grosse différence aussi entre on va dire, la partie traditionnelle LVCC et la partie plus junior, l'Eureka Park, les startups. Ça n'a rien à voir. Hein. Et en fait, je trouve qu'à l'Eureka Park, il y a quand même une présence féminine beaucoup plus forte, notamment sur les stands asiatiques. Japon, Corée, d'ailleurs, qui était, je trouve, plus présent que l'année dernière en Très qualité. peu de Chinois surtout cette année. En qualité, Oui, voilà.
moins de vendeurs de pièces et plus de personnes avec des vrais projets. Et donc, je trouve que c'est vraiment cette différence entre les acteurs de la tech traditionnelle, les gros constructeurs et autres, qui finalement évoluent peu. Et c'est vrai que quand on allait rencontrer des speakers ou autres sur les stands, on avait majoritairement des hôtesses et des hommes qui parlaient avec le discours de la boîte. Et c'était pas vrai, je trouve, à l'Eureka Park. Donc c'est plutôt là où se voient les signaux faibles des tendances de la tech. Et alors un des signaux faibles, c'est peut-être que les femmes sont en train de prendre le pouvoir. Bon, parfait, une raison de plus de faire une veille sur le CES, même au sein de chacune de nos entreprises. Du coup, 2 choses pour vraiment que vous puissiez transmettre en tant que votre expérience propre, votre retour de ce CES. Vraiment, votre coup de cœur ou votre coup de gueule, parce que pour l'instant, on vous dit juste que c'est génial, fantastique, il faut y aller, etc. Moi, je me souviens des premières années où on se disait aussi, alors attends, de toute façon, c'est que les objets connectés, et puis c'est hyper gadget, et puis de toute façon, t'es pas tech, donc ça va pas t'intéresser. Et de toute façon, beaucoup d'entreprises ne se projetaient pas dans ce qu'elles apercevaient de loin, parce qu'elles voyaient pas peut-être le fond, l'essentiel. Mais là, du coup, un coup de cœur, un coup de gueule, même si on en comprend déjà, mais peut-être en rentrant dans ce détail-là, pourquoi est-ce que, franchement, là, il y avait cet effet waouh. Et puis ensuite, si on devait avoir des clés, allez, vous m'avez presque convaincu, je vais peut-être y aller l'année prochaine, mais voilà, comment je capitalise là-dessus, une fois que je reviens, je fais quoi? Parce que c'est bien cet effet, c'est génial, j'ai plein d'infos, etc., tant mieux si j'ai du business, mais voilà, si jamais je suis revenue juste avec cette somme d'informations, comment je capitalise dessus, comment je me prépare, etc. Coup de cœur et les bons plans. Qui se lance? Va falloir... Alors, coup de cœur et les bons plans. Moi, mon coup de cœur, c'est vraiment tout ce qui est assistant vocaux, hein, comme je disais tout à l'heure, et la tendance sur la gesture vocale. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement l'écosystème de partenaires, hein, comme tu le disais, se développer autour de ça. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment des opportunités pour vous, business, de s'intégrer sur cet écosystème. Comme on s'est intégré sur les applications mobiles, maintenant on va devoir s'intégrer sur tout ce qui est assistants vocaux et interaction vocale. Là, du coup, il y a eu des annonces qui ont été faites qu'il y avait pratiquement 1600 intégrations de partenaires sur les assistants vocaux. Donc c'est vraiment énorme et c'est quelque chose d'assez intéressant à développer dans les prochaines années. Donc ça, c'est un peu les clés que je retiens pour développer les prochains mois, années. Après, en guide pratique, on va dire bon plan. Alors, c'est vrai que moi, c'était la première fois en fait que j'y allais, hein, au CES. Moi, on m'a dit il faut prendre des bonnes chaussures et du baume à lèvres. Et j'ai un peu rigolé sur le coup, mais c'est vrai que c'était des très bons conseils. Le baume à lèvres, parce qu'il y a climatisation 24/24, et c'est vrai que on est vite... c'est vite problématique, et les chaussures, parce qu'on fait 15 à 20 km par jour, et c'est assez épuisant sur 4 jours. Mais après, plus sérieusement, ce que je pourrais dire, c'est vraiment de bien préparer en amont la visite du CES, de personnaliser vos parcours, ne pas hésiter à vous faire accompagner justement pour identifier les sociétés, les startups que vous souhaitez voir par rapport à vos problématiques. Et de bien préparer tout ça pour que ça soit vraiment apporteur de sens et de business pour vous. Voilà. Identifier les objectifs qu'on va atteindre. Du coup, voilà, quand tout à même, fait. même Ouais. si, ça se prévoit quand même plusieurs mois à l'avance. Nous, c'est ce qu'on fait actuellement avec nos sociétés. Et c'est vrai qu'on personnalise les parcours parce qu'on ne va pas emmener une personne, par exemple, de Banque Populaire ou RATP voir les mêmes stands et les mêmes sociétés parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques ou les mêmes besoins à un instant T. Voilà. Coup de cœur ou coup de gueule? Alors moi, c'est l'arrivée à la maturité des drones professionnels. Donc le drone de loisir exit. Les Chinoises en plastique, pareil, ça disparaît. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour aller au CES, il n'y a que la préparation qui compte. Puisque si vous allez au CES les bras ballants, en espérant voir des choses, en vous prenant dans les allées, vous ne verrez rien, tout simplement. Puis vous allez vite vous décourager.
Clairement, il faut savoir ce qu'on a envie de voir. Donc, il faut quand même avoir une veille en amont et une préparation qui est quand même assez conséquente. Et il faut être capable, surtout au CES, de ne pas attendre qu'on vous présente des solutions, mais vous allez voir beaucoup de produits. Et c'est à vous aussi d'imaginer les usages, les contextes d'utilisation par rapport aux différentes technos qui sont présentées. Parce qu'on peut avoir des technos qui sont très aboutis, qui sont déjà intégrés dans un contexte commercial, dans des gammes. C'est ce que vont faire les grands constructeurs. Mais vous avez aussi des produits épars qui sont présentés par tout un tas de sociétés et qui sont des produits aboutis, mais on ne vous livre pas les clés de l'usage. Donc il est important d'être capable de se projeter pour imaginer les usages par rapport à ce que vous allez pouvoir voir. Quand on parle d'usage, il n'y a que des très gros constructeurs qui sont capables de mettre en œuvre une espèce de simulation au sein de leur stand qui va permettre au consommateur final d'imaginer sa cuisine de demain, sa voiture de demain. Mais à côté de ça, vous avez des myriades d'exposants qui vous présentent du produit prêt à l'emploi, mais autour duquel l'usage est à inventer. J'entends du coup que ça veut dire quand même choisir au sein de ces équipes les personnes à la fois pointues sur des sujets, mais je pense aussi que des profils un peu inventifs ou créa ont cette capacité à dire mais alors du coup ça veut dire qu'avec ça je pourrais et parler c'est vraiment ça qu'il faut être capable de se poser comme question. Voilà. Et du coup, ça veut dire en termes de profil qu'on envoie, peut-être jouer sur des complémentarités de profil à ce niveau-là, avec peut-être le côté business aussi, qui n'oublie pas, qui ne faut pas toujours rêver, mais ce côté inventif et créa qui va savoir projeter et se dire il y a un truc, et du coup donner l'envie à l'entreprise d'aller plus loin. Oui. Écoute, moi, je vais finir sur les coups de cœur, coups de gueule. Mon coup de cœur, c'est que cette année, il y a un sujet qui n'était pas très présent avant et qui a quand même été poussé par le CTA, qui est l'organisme organisateur du CES. C'est tous les sujets qui vont avoir à la green tech. À la fois les sujets de l'énergie, comment est-ce qu'on les optimise, comment est-ce qu'on récupère de nouvelles sources d'énergie, les sujets de l'eau également. Et en fait, ça va être en même temps mon coup de gueule parce qu'en fait, c'était trop discret, mais en même temps, c'était présent. Et puis à Vegas, qui est quand même une usine à gâchis environnemental, on reconnaît l'opportunisme de Gary Shapiro. On est d'accord. Mais par contre, c'était quand même présent. Et ça, je trouve que c'est un bon signe. C'était présent à l'Eureka Park, je vous rassure. Donc finalement, encore une fois, les startups, c'est finalement elles qui sont les marqueurs de la tendance. Mais il y avait de belles choses. Il y avait mon coup de cœur vraiment du salon, c'est une entreprise qui s'appelle Urban Canopé. Et ils ont une technique hyper simple pour végétaliser 25% des villes. Ce qui va permettre de réduire de 5 degrés la température moyenne. Je les ai trouvés incroyables, ils avaient un storytelling super. Et mon coup de gueule, c'est qu'à côté de ça, vous arrivez sur le stand de LG et les mecs vous présentent des écrans 8K qui utilisent des terres rares et ils n'ont absolument aucune réponse sur comment rendre ça pérenne, recycler les moindres éléments. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas l'approvisionnement. Voilà. Et donc il y a vraiment il y a une prise de conscience d'un côté et il y a une prise de distance totale de la réalité de l'autre côté. Donc ça, c'est mon coup de gueule, je trouve. Et puis, en termes de conseils, je pense que les garçons ont raison. Faites-vous accompagner si vous voulez y aller ou préparez. Parce qu'il y a 4000 exposants, c'est pas anodin. Il y a quand même des exposants. Le stand de Samsung, c'est la taille d'un terrain de foot. C'est gigantesque. C'est quasiment la ici. Quoi. Voilà, c'est immense. Le CES, il fait plus de 2 fois la superficie de Paris Intramuros. Quand même, c'est 250 000 km². C'est monstrueux. Et pour s'y retrouver, c'est bien d'être accompagné ou c'est au minimum d'avoir préparé son salon. Et puis l'autre conseil que je vous donnerais, c'est aussi, alors il y a cette préparation, mais aussi c'est se préparer à l'inattendu. C'est de s'autoriser aussi à aller hors chemin, d'aller voir des délégations que vous n'auriez pas supposées. Par exemple, moi cette année, un de mes gros coups de cœur, c'était la délégation japonaise. J'ai trouvé qu'ils avaient des choses géniales. Ils avaient un projet incroyable qui était c'est pour la colonisation lunaire. Leur projet à long terme, c'est de forer la glace des pôles pour la transformer en hydrogène et en oxygène pour alimenter les fusées pour la conquête spatiale. Enfin, juste en termes de rêve, en termes de projection dans un imaginaire futur, c'est un truc qu'il faut s'autoriser à faire. Et ça, c'est mon conseil. C'est si jamais vous allez au CES, mais c'est vrai au Vivatech, c'est vrai dans tous ces salons d'innovation, c'est de vous autoriser à ne pas suivre votre plan, même si vous l'avez bien préparé. Et
Allez, Pardon. si, Alexandra. Alors, juste rapidement pour finir sur mes coups de cœur, moi, je suis une grande passionnée de la communication et je trouve que les Américains font tout dans la grandeur. Donc, il y a un stand, moi, qui m'a énormément marqué, c'est le stand de Google, qui a quadruplé sa superficie par rapport à l'année dernière, qui a carrément construit un manège pour vous expliquer comment fonctionne l'assistant. Donc au niveau de la communication, moi c'est un stand qui m'a marqué. Et à la fin, donc ils vous prennent en photo, ils vont faire tout pour que vous mettiez tout sur les réseaux, et ils vous offrent un Google Hub pour bien vous écouter chez vous tout le temps. Donc ça, j'ai trouvé ça marquant. Et sur les conseils, des bonnes chaussures, je suis entièrement d'accord. Le fait de s'autoriser à se perdre, ça. Je fais partie de ceux qui pensent clairement que c'est hyper intéressant. Autorisez-vous à aller parler particulièrement au Eureka Park. Demandez, parce que c'est pas toujours clair ouais, voilà, qu'est-ce que c'est. Et voilà, n'hésitez pas. Se faire accompagner et surtout en fait définir l'objectif avant de partir. Si ça va être vraiment une veille spécifique, effectivement des tours guidés, c'est pertinent. Si vous y allez avec d'autres entrepreneurs, si vous y allez pour faire du networking, enfin voilà, et ça peut être plusieurs objectifs, mais de bien les définir en amont. Je vais parler d'une partie qu'on n'a pas du tout abordée, c'est la partie financière. Je pense que ça va vous intéresser, c'est qu'il y a des aides de la région, de la BPI, qui peuvent vous aider à financer en fait une partie de ce voyage. Et là, nous, on peut, moi en tout cas, je peux vous aider sur ce point-là, en tout cas à les identifier, parce que c'est un budget quand même. Faut pas, on n'en a pas parlé. C'est un investissement, mais effectivement de bien définir en amont pour pouvoir rentabiliser tout ça au retour. Eh bien, comme le temps nous est compté, on vous écouterait des heures, mais je crois qu'on va pouvoir remercier chacun de nos intervenants. Et on vous remercie de votre attention. Vous êtes vraiment super sages. On n'a pas ce temps pour les questions-réponses, mais vous pouvez retrouver pas mal sur leur stand. Et dans tous les cas, sur les réseaux, il n'y a pas de souci. On les retrouve pour continuer, ou en tout cas, que chacun vous puissiez poser vos questions. J'en retiendrai qu'en tout cas, c'est un savant équilibre à trouver entre cette préparation, j'ai le droit de m'y perdre, mais en même temps, j'y vais avec des objectifs tangibles. Parce que le risque, c'est juste l'infobésité, trop d'infos. Et en même temps, vous connaissez tous ce que c'est que les salons professionnels, sauf que là, il est méga. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention et merci encore à nos intervenants.